Ils n'avaient pas seulement introduit une autre femme dans la maison. Ils avaient organisé une fête pour célébrer cela, dans la même cour où Bolland avait cuisiné les repas de son mari pendant si longues années, lavé ses chemises blanches jusqu'à ce que ses phalanges saignent, et prié chaque nuit pour que ce mariage survive. Son époux, Fémi, se tenait là, vêtu d'un agbada emprunté, passant une bague au doigt d'une autre femme pendant que la musique résonnait et que sa mère applaudissait comme si elle venait enfin de remporter une guerre victorieuse. Bolland n'avait pas reçu de chaise. Elle restait debout près de la porte de la cuisine, serrant contre sa poitrine sa petite fille, témoin silencieux de la scène. Elle regardait l'homme qu'elle avait aimé de tout son être en épouser une autre, simplement parce que son ventre avait refusé de lui donner un fils. La nouvelle épouse passa devant elle en dansant et lui murmura avec un sourire venimeux, « Déplace-toi, tu bloques la lumière. » Ce fut ce jour-là que Bolland comprit que l'humiliation pouvait porter un ASO ébicoloré, sourire devant les appareils photo et poser comme si tout était parfait. Si vous découvrez cette histoire pour la première fois, installez-vous confortablement. Elle va vous briser le cœur avant de le guérir lentement. Dites-moi en commentaire d'où vous l'écoutez en ce moment, que je puisse saluer ma famille dispersée aux quatre coins du monde. Et surtout, posez-vous cette question. Qu'auriez-vous fait à la place de Bolland ce jour-là? Tout n'avait pas commencé ce samedi fatidique. Remontons 3 ans plus tôt. Bolland avait 24 ans lorsqu'elle rencontra Fémi dans une boutique de tissus à Yaba, Lagos. C'était une jeune créatrice de mode talentueuse, capable de transformer 3 yards d'Ankara en une œuvre qui faisait tourner les têtes des femmes sur son passage. Elle vivait dans une chambre unique, travaillant tard le soir sous une ampoule jaunâtre, cousant avec une concentration presque sacrée. Fémi, 30 ans, était agent de crédit dans une banque d'Ikeja. Il avait des chaussures toujours impeccables et un rire doux qui inspirait confiance, comme une promesse de sécurité. Il était venu faire confectionner un éti pour l'anniversaire de sa mère et était resté, fasciné par la précision des gestes de Bolland. « Je n'ai jamais vu une femme aussi concentrée », avait-il dit en lui lavant les mains avec une douceur inattendue. Leur relation grandit comme une plante bien arrosée. Il lui offrait des petits chopes, elle lui cousait des cafetans sur mesure. Il rencontra sa mère à Ibadan et s'agenouilla respectueusement. Elle rencontra Mama Fémi à Surulere. Celle-ci examina ses hanches et déclara « Celle-ci nous donnera de solides fils ». Bolland l'avait ri, croyant à une plaisanterie affectueuse. Ce n'en était pas une. Ils se marièrent moins d'1 an plus tard. La cérémonie fut modeste mais emplie d'une joie sincère. Bolland s'installa dans les quartiers des garçons, derrière la maison familiale, car Fémi promettait qu'il déménagerait bientôt dans un appartement à Lekki. Elle transforma cet espace modeste en un véritable foyer. Elle accrocha des rideaux aux fenêtres, planta du sang-livre près de la porte et se levait à 4 heures du matin pour coudre avant de partir au marché de Yaba. Fémi était fière. Ses amis l'appelaient « la femme intelligente ». Mama Fémi la nommait « ma fille » en public, mais corrigeait ses recettes en privé avec une sévérité croissante. La pression arriva dès le premier mois. « Quand nous donneras-tu de bonnes nouvelles ?» demandait Mama Fémi chaque dimanche. Bolland souriait, « Au temps de Dieu, ma. » La nuit, Fémi lui serrait la main et murmurait « Profitons d'abord l'un de l'autre. » Mais les Legos se construisent et se brisent facilement. Avec la promotion de Fémi vint l'argent, puis de nouveaux amis, puis les pasteurs invités par Mama Fémi pour prier spécifiquement pour des enfants mâles. Elle rapportait des herbes amères d'Oshodi et ordonnait à Bolland d'arrêter de porter des pantalons, car ils bloquent l'utérus. Bolland endurait tout par amour et par habitude familiale, les femmes de sa lignée avaient toujours enduré. Quand elle tomba enfin enceinte, la maison explosa de joie comme si Fémi venait d'être nommé directeur. Mama Fémi cuisina du jollof pour tout le quartier. Fémi acheta une petite voiture, pour le bébé. Bolland pleura de bonheur et cousit de minuscules vêtements bleus, car tout le monde affirmait que le premier fils apportait l'honneur. Elle ignorait qu'elle cousait pour une guerre à venir. La grossesse fut éprouvante. Elle vomissait jusqu'à en avoir les côtes douloureuses, mais continuait de coudre car ils avaient besoin d'argent. Fémi rentrait de plus en plus tard, invoquant le travail. Mama Fémi répétait, « Une femme enceinte ne doit pas stresser son mari. » Bolland se taisait, se massait le ventre avec du beurre de karité en murmurant, « Viens, mon enfant, apportons la paix. » Toniola naquit un mardi d'octobre à l'hôpital Island Maternity. Elle cria avec vigueur, une chevelure abondante et des yeux déjà trop perçants. L'infirmière la posa sur la poitrine de Bolland, « Félicitations, maman, vous avez une magnifique fille. » Bolland pleura de gratitude. Fémi arriva 3 heures plus tard avec des fleurs fanées. Il regarda le bébé, regarda sa femme, et ne dit rien. Mama Fémi n'était pas venue. Elle envoya un message, « Dites-lui que nous attendions de bonnes nouvelles. » Ce fut la première fissure. Lors du baptême, ils l'appelèrent Toniola, « Suivez la richesse. »
sur l'insistance de la mère de Bollanle, qui répétait qu'un enfant est une richesse en soi. Mama Fémi siffla, Tognola ou pas, nous avons encore besoin d'un garçon dans cette maison. Les rires furent gênés. Bollanle serra sa fille plus fort contre elle. L'enfer s'installa comme un poison lent. Fémi cessa de la toucher. Il réduisit l'argent du foyer, prétextant l'économie. Mama Fémi appelait Tognola, cette fille, et disait qu'elle pleurait trop, comme sa mère, qu'elle portait malchance. Quand Bollanle la défendait, on lui répondait, j'ai élevé 4 fils, ne m'apprends pas. Bollanle lutta en travaillant plus dur. Elle acceptait plus de commandes, terminait des robes à minuit, allaitait et se levait à 5 heures pour préparer le petit déjeuner. Elle pensait que si elle prouvait sa valeur, il s'adoucirait. Ils ne le firent pas. Après le premier anniversaire de Tognola, Fémi changea radicalement. Il suivait un prophète qui affirmait que son destin exigeait un héritier mâle. Un soir, il déclara froidement, « J'ai besoin d'un fils. Mon nom ne peut pas mourir ici. » Bollanle répondit, « Essayons encore, Dieu donne les enfants. » Il secoua la tête, « Je ne peux pas attendre que Dieu joue avec mon avenir. Je vais prendre une seconde épouse. » Elle crut d'abord à une plaisanterie cruelle. Jusqu'à ce que Mama Fémi vide la seconde chambre. Jusqu'à ce que Fémi ramène Ronque, une vendeuse de crème d'Egbeda qui appelait Mama Fémi « Mommy » et regardait Bollanle comme une domestique. Le jour où il l'annonça officiellement, Bollanle repassait ses chemises. Assis sur le lit, il parla comme s'il s'agissait d'une nouvelle de bureau, « J'ai trouvé quelqu'un qui comprend les enjeux. Tu resteras ma femme. Elle nous donnera le fils. » Les mains de Bollanle tremblèrent, le fer brûla un trou dans le col. Elle ne cria pas. Elle demanda seulement, « Qu'ai-je fait de mal en te donnant une fille ?» Il n'y eut pas de réponse. Le mariage eut lieu dans la cour, sous des tentes, avec un diji. Mama Fémi dansait en dentelle dorée. Ronque portait blanc et rouge. Fémi arborait l'agbada que Bollanle avait cousu elle-même. On ordonna à Bollanle d'aider en cuisine. Elle resta debout dans son vieil ankara, Tognola attachée dans le dos, regardant sa vie s'achever sous les applaudissements. Tante Carole, la voisine qui vendait des boissons à la porte, vit ses larmes. Elle lui serra l'épaule, « Endure, ma fille. Dieu voit tout. » Bollanle hocha la tête, trop épuisé pour parler. Mais au fond de sa poitrine, quelque chose de dur commençait à se former. Non pas encore la colère, mais la décision silencieuse qu'elle ne mourrait pas dans cette maison. La vie à 2 épouses devint un enfer particulier. Ronque ne cuisinait ni ne nettoyait. Elle donnait des ordres à Bollanle, soutenue par Mama Fémi. Si Bollanle se plaignait, Fémi disait, « Tu es l'épouse senior, comporte-toi comme telle. » Si elle se taisait, on la traitait d'orgueilleuse. Chaque matin, Bollanle balayait la cour pendant que Ronque dormait. Chaque soir, elle lavait la vaisselle pendant que Ronque se vernissait les ongles en riant au téléphone. Le mépris était quotidien, délibéré, conçu pour briser son esprit. Tognola, trop jeune, comprenait pourtant trop bien. Elle se cachait derrière la machine à coudre quand Ronque la moquait devant les visiteurs, « Cet enfant est trop foncé, elle ne peut pas représenter cette famille en photo. » Bollanle emportait sa fille à l'intérieur et pleurait dans ses cheveux. Cette nuit-là, Tognola essuya les larmes de sa mère de sa petite main, « Maman, ne pleure pas. Je suis belle. » Bollanle se brisa complètement. Son frère Délé vint d'Ibadan et affronta Fémi, « Tu es en train de tuer ma sœur. » Fémi répondit, « J'agrandis ma famille. » Délé conseilla à Bollanle de partir. « Où irai-je avec un enfant et sans argent ?» Il laissa 5000 néras et une promesse. Les affaires de Bollanle périclitèrent faute de paix. Les clients se plaignaient. Fémi refusa de payer l'école de Tognola. Quand Ronque tomba enceinte en 4 mois, la maison explosa de joie à nouveau. Mama Fémi acheta une chèvre. Fémi loua une salle pour la révélation du sexe, c'était un garçon. Cette nuit-là, Bollanle prépara un petit sac. Ils déménagèrent Bollanle et Tognola dans la remise près du groupe électrogène, prétextant des rénovations pour la nounou. La pièce sans fenêtre sentait l'humidité et le fioul. Tognola développa une toux persistante. Pourtant Bollanle tint bon, ma fille a besoin d'un père, même imparfait. Elle lui racontait des histoires pour couvrir le bruit du générateur, lui apprenait à lire avec de vieux journaux. À 4 ans, Tognola épelait son nom et comptait jusqu'à 100. Elle demanda un jour, « Maman, pourquoi grand-mère me déteste ?» Bollanle répondit, « Parce que certaines personnes ne savent pas aimer ce qu'elles n'ont pas prévu. » Tognola hocha la tête comme si elle comprenait, dès lors, cessa de chercher l'affection de sa grand-mère. Elle se tourna vers les livres. Dans cette remise, sous le bourdonnement incessant, Bollanle lisait les proverbes à voix haute, Tognola répétait chaque ligne d'une voix ferme. Ces nuits forgèrent en l'enfant un feu que nulle insulte ne pouvait éteindre. La trahison finale vint de la cupidité de Fémi.
Il avait contracté des prêts à la banque avec des documents falsifiés, utilisant le nom et l'identité de Bolanle. Il lui avait fait signer, pour une coopérative. Quand le prêt tourna mal, on accusa Bolanle de vol et de juju contre le bébé. Fémi la chassa avec sa fille avant le coucher du soleil. Sous une pluie fine et triste, elles partirent. Tegnola, dans un imperméable jaune trop grand, se retourna à la porte. « Papa, je reviendrai. » Fémi rit cruellement. Bolanle ne regarda pas en arrière. Elle marcha vers l'inconnu, sa fille par la main, avec un sac Ghana Must Go, sa machine à coudre et un petit bible. Muchin les accueillit rudement. Bruit, générateur, une chambre unique louée 3000 Nera par mois. Bolanle recommença de zéro. Elle cousait des uniformes scolaires pour 50 Nera de bénéfices. Tegnola, à 4 ans, apprenait à puiser l'eau sans en renverser et à saluer les anciens. Une lettre de la microfinance arriva. Bolanle devait 3,214 millions de Nera. Les huissiers vinrent. Tegnola, silencieuse, mémorisait tout, les noms, les visages, les mots, responsabilité conjointe. L'école sauva Tegnola. Brillante, elle excellait partout. À 9 ans, elle gagna un concours d'essai sur « Les mains de ma mère ». La bourse partielle pour un meilleur collège à Surulré ou ironie du sort, exigea des sacrifices extrêmes. Bolanle s'évanouissait à sa machine, Tegnola la ranimait. Tandis que Tegnola devenait dangereusement brillante, le foyer de Surulré s'effondrait. Fémi fut suspendu, Ronc partit, King David tourna mal. Le dossier suivit son chemin jusqu'à l'université de Lagos où Tegnola étudiait le droit. Elle découvrit le dossier dans les archives. Forgerie, vol d'identité. Avec l'aide de Maître Akin, elle construisit patiemment le dossier. 15 ans après avoir été chassée, Tegnola, en robe d'avocate, affronta son père au tribunal fédéral d'Ikoyi. Bolanle témoigna avec une dignité tranquille. Ronc avoua. Mama Fémi demanda pardon depuis son fauteuil roulant. Bolanle le lui accorda, agenouillé près d'elle. La juge rendit un jugement historique. Innocence de Bolanle, poursuite contre Fémi, restitution. Tegnola racheta la maison de Surulré non pour se venger, mais pour guérir. Elle la transforma en centre pour filles, le centre Tegnola pour les filles. Bolanle y enseignait la couture gratuitement. Des dizaines d'enfants apprenaient que « worthless » n'était pas leur destin. Des années plus tard, sur la véranda de cette même maison, mère et fille regardaient le ciel de Lagos. Bolanle posa sa tête sur l'épaule de sa fille, « Nous avons survécu. » Tegnola répondit, « Nous avons grandi. Et aucune fille ne sera plus jamais jetée dehors. » Cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme humiliée et d'une fille qui s'est relevée. C'est le récit de la résilience silencieuse, des mains abîmées qui construisent des empires, des cœurs brisés qui choisissent le pardon sans oublier la justice. C'est l'histoire de combien une mère peut aimer, et de la force qu'une fille puise dans cet amour pour réécrire le destin. Que cette narration vous touche profondément, vous fasse sentir la pluie sur votre peau, le poids du sac Ghana Must Go sur la tête, et surtout la lumière qui finit toujours par percer après la plus longue des nuits. Si vous avez pleuré, ri ou ressenti de la colère en lisant, dites-le moi. Partagez cette histoire. Car les histoires comme celle-ci ne meurent jamais tant qu'elles sont racontées.